Bien, nous allons, avec l'accent du Sud, n'est-ce pas? Nous allons commencer cette troisième table ronde qui réfléchit à la langue française et la diversité culturelle dans la formation. Quels sont les enjeux liés à la langue française aux différentes étapes de la formation de l'individu? Alors pour ma part, je voudrais, avant de laisser la parole aux participants de la table ronde, je voudrais évoquer quelques éléments qui m'ont donné à réfléchir et quelques travaux qui aujourd'hui me semblent extrêmement stimulants d'un point de vue intellectuel. Alors le premier élément de ce couple que l'on doit interroger de ce trio plutôt, que l'on doit interroger dans cette table ronde, c'est cette notion de diversité culturelle. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière cette diversité culturelle? Il me semble qu'il y a actuellement des réflexions autour d'un concept qui a été travaillé par un anthropologue américain qui réside actuellement en Allemagne, donc Steven Vertovec. Et Steven Vertovec a proposé ce concept de superdiversité. Alors la superdiversité, c'est un terme qu'il a fabriqué pour rendre compte de la complexité de la situation sociale londonienne. Alors ce terme de superdiversité, il a été repris par d'autres chercheurs, en particulier Maurice Krull, dont je vais parler dans un instant. Cette superdiversité, à quoi renvoie-t-elle? Elle renvoie à une complexité plus grande aujourd'hui, qui, donc, depuis les années 90, voit arriver des populations extrêmement différentes de celles qui étaient arrivées précédemment, et surtout avec une caractérisation des immigrants qui n'est plus aussi stable que par le passé. Donc on note donc des origines multiples, des connexions transnationales et des statuts socio-économiques très variés, dans lesquels des étudiants, des regroupements familiaux, des demandeurs d'asile vont être englobés dans cette superdiversité. Autre élément novateur également, ou nouveau du moins, c'est une plus grande fluidité et une plus grande mobilité en liaison avec une multimodalité des échanges, puisque, contrairement à des temps plus anciens, les migrants restent connectés avec leur pays d'origine. Donc cette superdiversité, elle est devenue ordinaire dans les grandes villes et, d'après un certain nombre de chercheurs, elle ne va cesser de se développer. Alors, cette reconnaissance de la complexité de ces nouvelles migrations est reconnue par de nombreux spécialistes de la migration, comme par exemple Catherine Witold-Wenden, qui évoque elle aussi ce glissement des catégories de migrants. Alors, Steven Vertovec, comment illustre-t-il cette superdiversité? Eh bien, il compare par exemple la diversité migratoire dans les années 70 en Allemagne et celle que l'on voit par exemple sur ce camembert en 2006. Et on voit qu'il y a réellement une très grande diversification des origines des migrants. Donc c'est à cela que renvoie donc cette notion de superdiversité. Alors cette notion de superdiversité, elle est également utilisée par un sociologue, Maurice Krull, un sociologue qui travaille aux Pays-Bas et dont les travaux me semblent particulièrement stimulants parce qu'il s'inscrit dans une perspective positive de la migration et il s'est intéressé dans une enquête comparative internationale à la réussite des migrants de la deuxième génération. Alors, évidemment, alors je ne vais pas développer les différentes parties de cette étude, mais l'enseignement, en tout cas, est une des clés de l'émancipation. Ce qui me paraît intéressant chez Maurice Krull, et ce que je voudrais évoquer avec vous, c'est ce renversement de représentation donc des majorités et des minorités. Il évoque le cas d'Amsterdam, donc en 2011, comme ville dans laquelle la majorité est devenue une minorité. Et actuellement, donc, 49%, 49, presque 50%, mais en tout cas, moins de la moitié des Néerlandais composent donc la ville d'Amsterdam, et l'autre moitié est issue de 176 pays.
Donc, dans ce contexte de forte mixité, en fait, nos représentations du centre et de la périphérie, se retrouvent interrogées. Et j'ai noté cette citation que je vais vous lire, qui me semble extrêmement stimulante et qui nous interroge en tout cas sur les relations entre le centre et la périphérie. Voilà ce qu'il nous dit. Notre réflexion sur qui est intégré et sur qui ne l'est pas dans la nouvelle ville où cohabitent minorité et majorité devra être radicalement ajustée. Dans une société où un groupe unique constitue une majorité incontestable, l'on s'attend à ce que les minorités s'adaptent aux opinions et usages dominants. S'il n'y a plus de groupe ethnique majoritaire, chacun devra s'adapter à chacun. La diversité devient la nouvelle norme. Cela requiert peut-être l'une des réorientations psychologiques les plus importantes de notre ère. Certains membres de l'ancien groupe majoritaire vont s'opposer vigoureusement à la perte de leur position dominante. Pour d'autres, la diversité de la ville constitue au contraire une force d'attraction positive. Et donc, dans ces travaux, il va montrer comment, précisément, ces migrants de la deuxième génération qui réussissent sont les moteurs d'une nouvelle créativité et de nouvelles règles de fonctionnement social qui me semblent extrêmement intéressantes à observer. Alors, toujours en termes de réflexion sur cette sorte de dualité entre le centre et la périphérie, j'ai trouvé aussi assez stimulant les propositions de cet infographiste catalan qui s'est intéressé au rapport qu'il peut y avoir entre une norme et un certain nombre de positions, disons, excentriques. Et donc, il nous propose une modélisation dans laquelle il porte son attention sur ces personnes qui vont faire bouger les normes, qui vont faire déplacer les normes. Alors, je ne reprends pas le détail, là aussi, de cette démonstration. Vous la retrouverez sur le Courrier international où cet infographiste publie souvent des analyses qui sont assez intéressantes et assez originales. Et donc, il évoque le cas comme des Beatles, d'Einstein ou de Bill Gates comme personnes qui vont faire bouger la norme et qui vont la faire se déplacer. Bon, il conclut sur le fait qu'une société sans excentrique n'évolue pas et qu'elle est condamnée à graviter autour de l'autosatisfaction jusqu'à mourir d'ennui. Alors l'autre élément qu'il m'intéressait de pointer dans cette table ronde qui va actuellement se dérouler, c'est la notion de langue française. Alors on a parlé... et je voudrais juste rappeler justement que c'est par la langue que la francophonie va passer. Donc j'ai cité cette définition de la francophonie pour en venir donc à cette langue française qui, aujourd'hui, enfin, en tout cas cette année, de manière très opportune, est interrogée par les 10 mots dont on a parlé, dont la caravane a parlé. Et la spécificité de cette année, ça va être précisément d'emprunter aux différentes variétés de français. Donc on a la ristrette, on a la lumrotte, donc qui vient de Belgique, on a la poudrerie qui nous vient du Québec, champagné, qui est une expression un peu moqueuse et ironique qui vient d'Afrique, fada du provençal, la drache qui est une pluie diluvienne de Belgique, la vigousse de Suisse qui est quelqu'un d'assez vigoureux, le chafouin qui est quelqu'un plutôt de mauvaise humeur, le dépanneur, donc ce magasin qui reste ouvert tard le soir au Québec, et enfin le tap-tap en Haïti. Et il me semble particulièrement intéressant que ces 10 mots qui ont déjà, je crois, une vingtaine d'années d'existence, s'intéressent cette année et mettent l'accent sur la diversité des Français. Et cette mise en avant de la diversité des Français est à la fois une forme de légitimation de ces variétés régionales et en même temps une ouverture pour tous ceux qui ne connaissent pas ces mots, et donc qui nous incite à la tolérance et à la variation. Alors, on pourrait plutôt caractériser cette langue française comme des langues françaises avec la prise en compte de ces variations.
Bon, et je crois que j'ai assez parlé, et donc je vais proposer aux participants de la table ronde de discuter justement sur ces enjeux de formation qui essaient d'articuler la langue française et la diversité.